Bien, je vais parler d'autoproduction d'électricité solaire au Maroc, c'est-à-dire ce n'est qu'une petite partie de ce dont a parlé Sihaji et une petite partie encore plus petite que ce dont a parlé Si Mohamed Ahmed, même si on va faire un tour par une partie un peu macro rapide. Alors, excusez-moi, je souhaiterais d'abord escamoter quelque chose qui me dérange sur mon écran, que je ne sais pas comment l'escamoter. Oh là là, bon, c'est pas grave. Bien. Alors, au Maroc, il y a eu démonstration, comme l'a dit M. Ahmed et M. Ali Haji, démonstration de la compétitivité des prix dans les grands projets. On a vu des adjudications inférieures à 50 dirhams le kilowattheure, c'est-à-dire qu'il y a des grands opérateurs qui sont venus installer des fermes solaires et qui vont nous vendre l'électricité à moins de 50 centimes le kilowattheure. Et nous nous proposons ici d'abord de voir le dynamisme actuel du marché solaire photovoltaïque, même si 2019 n'était pas au rendez-vous, mais bon. Et la rentabilité surtout de l'autoproduction d'électricité sur le réseau basse tension actuellement, en toute légalité, malgré le flou réglementaire qui est laissé par l'amendement 5815 de la loi 1309, et malgré le flou qui est sur le projet de loi 73-20 qui est actuellement en gestation et qui a été évoqué par les médias marocains la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai mis sur la partie discussion un lien qui vous permet d'aller chercher ce texte de loi. Vous avez dans un fichier comprimé, vous avez trois fichiers. Un fichier qui est en fait le PDF original du ministère de l'Énergie du texte de présentation du projet de loi. Et vous avez deux autres fichiers que j'ai fait moi-même, qui sont alors un scan, un OCR, c'est-à-dire une reconnaissance des caractères de ce fichier du ministère, et une première tentative de traduction en français de cette chose-là. Alors, j'ai fait ça surtout pour vous faciliter que si vous voulez échanger, discuter, c'est plus facile de copier-coller des parties de texte et puis de les envoyer à des personnes pour débattre de la loi. Bien. Alors, pour l'instant, toutes les installations qui existent et dont a parlé professeur Ali Haji, en fait, elles sont un handicap, c'est qu'elles ont une perte sèche des excédents de production qu'elles injectent, c'est-à-dire de toute l'électricité que les autoproducteurs ne consomment pas. En fait, soit elle n'est pas produite lorsque l'onduleur est bridé, parce que M. Haji a dit, alors aujourd'hui, on a des onduleurs qu'on peut brider, c'est-à-dire on peut leur interdire d'injecter de l'électricité. Bien. Alors, dans ce cas-là, c'est non pas de l'électricité qui est produite et dissipée, non, c'est de l'électricité qui n'est pas produite alors qu'elle pourrait l'être. Ou bien, on peut aussi injecter dans le réseau, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas interdit, même si ce n'est pas encore réglementé. Voilà, donc, mais il y a un handicap qui est un handicap, non pas technique, mais un handicap économique, parce que c'est de l'électricité qu'on peut produire et pour laquelle on ne récupère rien. Voilà. Alors, on va commencer par faire un survol de ce qui se passe sur le réseau électrique et le marché photovoltaïque marocain. Alors, d'abord, le marché photovoltaïque est constitué, comme on le voit ici, d'une partie haute et très haute tension qui comporte d'une part des producteurs, qui soient conventionnels ou renouvelables, qui injectent sur le réseau haute et très haute tension. Il y a des abonnés qui récupèrent une partie de cette électricité injectée sur le réseau très haute et très haute tension, notamment des grandes usines, de ce qu'on appelle des grands comptes. Hein. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a moins de 100 au Maroc. Puis ensuite, cette électricité passe sur le réseau moyenne tension, sur lesquels il y a des abonnés qui collectent de l'énergie. Bon, j'ai représenté ici un hôtel, mais ça peut être un immeuble et ça peut être une petite industrie. Puis ça passe dans le circuit de transformation, donc dans les transformateurs donc de moyenne, de basse tension. Et puis là, on a essentiellement toute la consommation sur la basse tension,
domestiques, tertiaires, les petits ateliers, mais on a aussi la possibilité d'injecter de l'électricité photovoltaïque sur le réseau basse tension. Alors actuellement, le Maroc produit quelque chose comme 40 000 gigawattheures d'électricité, ce sont les chiffres de 2009. Une fois qu'on a déduit ce qui doit être déduit et ajouté ce qui doit y être ajouté entre l'import et l'export, on a l'électricité nette injectée qui se chiffre à 38 800 gigawattheures. Ensuite, il y a une partie de cette énergie qui est perdue. Et au Maroc, nous perdons 17% de l'électricité perdue, c'est-à-dire de l'électricité injectée. C'est plus que ne produit tout le solaire du Maroc, hein, et même une grande partie de l'éolien. Et puis ensuite, il y a ce qui est effectivement vendu directement, et ce qui est vendu passe par trois familles d'opérateurs. Il y a les ventes directes de l'ONE, il y a les ventes des distributeurs autres que l'ONE, et il y a les ventes qui sont faites dans le cadre de la loi sur les énergies renouvelables. Et voilà, la répartition se fait en 55, 37 et 7%. Cette même électricité, elle passe par trois réseaux différents. Le réseau haute, très haute, d'accord, la partie vendue, ou moyenne, ou la partie basse tension, qui représente, elle, 46% de l'électricité vendue. Du point de vue sectoriel, le résidentiel représente 38%, et le tertiaire représente 23%. Le secondaire et le primaire représentent à eux 37%, et la partie transport ne représente que 1%. Voilà pour ce qui est, disons, savoir ce qui se passe sur le réseau électrique marocain. Et voici ce qui s'est passé sur le marché solaire marocain depuis les 35 dernières années. Alors, vous voyez ici en échelle logarithmée la puissance en mégawatts vendue au Maroc en fonction du temps. Et vous voyez que entre les années, le Maroc, dans les années, la fin des années 80, il y a eu une croissance assez fulgurante jusqu'au milieu des années 90. Cette croissance fulgurante était due essentiellement aux ventes en dehors du réseau. Lesquelles ventes en dehors du réseau ensuite, ce sont les ventes, comment dire, de système off-grid, comme on a dit M. Haji. Puis ensuite, il y a eu une période ici de 10 à une douzaine d'années qui a été dominée par le off-grid, mais cette fois-ci subventionnée par le programme d'électrification rurale globale, et à la fin duquel le Maroc avait cumulé environ une quinzaine de mégawatts. Puis, il y a eu une période on va dire, de relative stagnation, on le voit bien ici, de relative stagnation. Et puis est venue ensuite la baisse des prix, est venue stimuler le marché, comme on l'a dit déjà, du pompage et des installations connectées réseau. Alors, ma définition des dispersés ici n'est pas la même que celle que vous a dit M. Ahmed. Ici, je parle ce que j'appelle dispersé, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas grand projet, de Mazen, de l'ONE, etc., etc. Et nous avons au Maroc quelque chose comme 500 mégawatts qui ont été installés à la fin de 2018. 500 mégawatts au réseau. D'accord? Et puis, vous voyez que, ici en bas, que le Maroc a représenté représenté un petit peu moins de 1% de la part du marché mondial, ce qui est à peu près, on va dire, une part raisonnable pour sa taille. Voilà. Alors, j'ai fait exprès d'abréger cette première partie parce que je voulais essentiellement vous parler d'un retour d'expérience, d'un cas. Ça peut être d'un cas particulier pour lequel j'ai toutes les données qui méritent d'être traitées. Alors, c'est un cas typique d'un des cas d'autoproduction dont a parlé le professeur Ali Haji, dans lequel on a en fait une installation en basse tension
d'accord, qui est sur une maison avec un grand jardin. Et on va commencer par voir ce qui se passe d'abord au Maroc, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au même niveau par rapport à ça. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui en termes de comptage. Alors, en gros, il y a 3 types de compteurs au Maroc. Il y a les 90% des compteurs aujourd'hui sont des compteurs analogiques, c'est-à-dire lorsque vous prenez l'électricité, eh bien, le compteur va augmenter. Ces compteurs analogiques classiques, le problème, c'est que eh bien, lorsque vous injectez de l'électricité, il tourne en sens inverse. Il tourne en sens inverse, donc il décompte l'électricité. Bon, c'est pas des compteurs c'est pas les compteurs qui. Ce qui est bien, c'est qu'ils décomptent l'énergie, mais les distributeurs d'électricité n'aiment pas trop ce genre de choses. Bien. Alors, il y a par contre aussi ce qu'on appelle des compteurs numériques. Alors, les compteurs numériques, c'est exactement le contraire que des compteurs classiques, parce que lorsque on va injecter de l'électricité vers le réseau, eh bien, on va vous la compter. Autrement dit, avec les compteurs numériques, lorsque vous prenez l'électricité sur le réseau, vous la payez, et lorsque vous envoyez l'électricité sur le réseau, eh bien, vous la payez aussi. C'est quelque chose de complètement anormal. Alors bon, on comprend que ça a été fait pour des mesures anti-piratage, c'est-à-dire pour éviter que les gens n'inversent les entrées et sorties des compteurs pour voler de l'électricité. Mais enfin, ce n'est pas non plus normal. Bien. Et puis, il y a aussi des compteurs qu'on appelle des compteurs analogiques irréversibles, qui sont ce qui est ici. Alors, c'est-à-dire que ce sont des compteurs qui, lorsque vous injectez de l'électricité dans le réseau, ils ne tournent pas en sens contraire. C'est-à-dire qu'ils vont vous compter l'énergie que vous prenez sur le réseau. Par contre, celle que vous envoyez sur le réseau, eh bien, elle n'est pas vue et le compteur ne tourne pas. Bien. Voici donc un petit peu un survol de la situation d'aujourd'hui sur les compteurs, je précise bien, les compteurs basse tension. Tout ce qui est sur la moyenne et la haute tension est pratiquement entièrement numérique. Sur la moyenne et la très haute tension. Alors, ce qui existera demain, hop là, ce qui existera demain, c'est ce qu'on voit ici en bas. Ce que nous promet la loi, c'est ce qui est ici. C'est-à-dire qu'on va avoir un double compteur, d'accord, qui va compter en fait l'énergie qui rentre dans la maison et l'énergie qui sort de la maison. C'est un peu comme si on avait 2 compteurs irréversibles analogiques. Et alors bon, c'est un système qui est bon parce qu'il permet de compter ce qui rentre, il permet de compter ce qui sort. Mais je trouve que ce système est un peu est défaillant parce qu'il ne permet pas de savoir ce que la maison consomme. Il ne permet de compter que la différence, parce qu'il va montrer ce qui rentre, il va montrer ce qui sort, mais on ne sait pas en fait ce que la maison consomme. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, le meilleur moyen de savoir ce que la maison consomme, c'est que l'installation soit directement connectée au réseau, d'accord, et qu'il y ait un comptage de ce qui sort, et que la maison reprenne sur le réseau, comme elle le fait aujourd'hui, reprenne sur le réseau ce qu'elle consomme, de sorte à ce que lorsque demain on voudra faire nos comptes avec nos distributeurs d'électricité, on fera la différence entre ce que nous avons envoyé et ce que nous avons pris, soit faire cette différence en monnaie sonnante et trébuchante, soit faire cette différence en kilowattheure pour le cas du net metering, mais le cas du net metering, ce n'est pas ce qu'on va voir au Maroc. Bien. Alors, voici l'histoire de cette installation. Alors, ce que vous voyez en bas est absolument inextricable, c'est compliqué, c'est tordu, mais le tableau permet d'y voir un petit peu plus clair. Alors, cette installation est passée par plusieurs phases. On va appeler la phase. Et ces phases, on peut les couper en 2. La phase A, dans laquelle l'abonné avait un contrat
avec un compteur après paiement qu'on appelle Nour, et c'est un compteur numérique. Et une phase B où cet abonné a eu un compteur, a eu un abonnement standard avec un compteur analogique anti-retour. Comment on appelle ça? Oui, un compteur anti-retour. Alors, les phases C et D, ce sont des phases hypothétiques pour demain. Alors, le premier cas, c'est si demain on pouvait vendre l'électricité, que se passerait-il? Et si demain on pouvait fonctionner en net metering au Maroc, qu'est-ce qui se passerait? Alors, dans cette maison comporte un très grand jardin, comme je l'ai dit déjà. Alors, dans les deux premières parties ici, l'irrigation était programmée pour fonctionner, l'irrigation goutte à goutte était programmée pour fonctionner la nuit, puis elle a été basculée sur le jour sur tout le reste du temps. La puissance photovoltaïque, dans la phase A1, c'était la phase d'existence de cette maison qui était abonnée depuis 2011 jusqu'à 2019. Et cette phase-là a duré 3113 jours. Puis ensuite, cette maison est passée à une installation connectée au réseau de 3,85 kW, d'accord, qui a duré depuis le 10 octobre 2019 jusqu'au 17 juillet 2020. Puis en juillet 2020, l'installation est passée à 4,4, c'est-à-dire qu'elle a eu quelques modules de plus. Elle est passée de 3,85 kW à 4,4 kW. Et cette phase-là a duré 127 jours. Vous voyez que les dernières données datent du 22 novembre 2020. Merci Internet, on peut faire des choses très rapidement et demander des informations très rapidement. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de cette installation, jour par jour, excusez-moi, on a ce qui est ici. Alors bon, c'est absolument inextricable, on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Bon, on voit en vert ce qui est fourni par le solaire. Oh là là, décidément, j'ai des problèmes avec tout ça. On voit en vert ce qui est fourni par l'énergie solaire, en rouge ce qui est pris sur le réseau et en jaune ce qui est injecté sur le réseau. Alors bien sûr, dans la première partie à gauche de votre graphique, vous ne voyez pas de jaune, tout simplement parce que le compteur était un compteur à prépaiement, donc numérique. Donc, il compte l'électricité injectée en positif et donc l'installation, le l'onduleur était bridé pour l'empêcher d'injecter l'électricité. Et puis après, dans les phases B, eh bien, il a été possible de laisser l'onduleur libre d'injecter et puis vous avez l'injection qui apparaît en jaune au-dessus de ces consommations. Bien. Alors, ici, vous avez une synthèse, cette fois-ci, de ce qui s'est passé en moyenne mensuelle alors, sur l'installation. Alors, en haut à gauche, vous avez des chiffres qui sont en kilowattheures par mois. Alors, en rouge, c'est la partie prise sur le réseau. Alors, on voit bien que dans la phase A1, on consommait environ 569 kWh par mois, entièrement pris sur le réseau. Puis, on est passé à 291 kWh par mois, puis 244, 239, 309, etc. Et puis ça, ce sont des phases hypothétiques pour demain. D'accord? Ça, c'est si on pouvait vendre. Et ça, c'est si on pouvait pratiquer le comptage différentiel. Les parties alors fournies par le solaire à la maison, alors ici, elles sont nulles puisqu'il n'y a pas de solaire. On est passé à 99. Puis dès lors qu'on a changé les habitudes de consommation, on est passé de 99 à 269 quand même, puis 347, puis 399. La partie injectée ici était pratiquement nulle parce que justement l'onduleur était bridé. Et puis, elle est passée brutalement à 235, puis 271 kWh par mois. Alors, quand on voit ici, ce n'est que la partie verte et rouge, c'est-à-dire la partie fournie par le solaire ou prise sur le réseau. On voit bien qu'ici, on avait 100% de l'électricité qui est prise sur le réseau, puis environ 25% ici, puis
55% ici, puis autour de 60% sur les deux phases B. Alors, vous allez voir qu'il y a un truc bizarre, parce que quelle est la différence entre B1 et B2? Ben, B1, en fait, l'installation faisait 3,85 kW crête, alors que ici, elle était passée à 4,4. Alors, ça paraît bizarre de prendre moins d'électricité avec une puissance plus grande, mais bon, c'est parce que la période, en fait, elle-même a duré moins longtemps. Bien. Alors, on voit ici quelles sont les parts de consommation. Excusez-moi, j'espère que je n'ai pas reçu un rappel des organisateurs. Non. Bien. On voit ici les parts de consommation journalière et l'autoproduction. Alors, vous voyez qu'on atteint une autoproduction de presque 60% dans les phases B. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 40% qui s'en va. Voilà. Alors, lorsqu'on va voir maintenant le côté économique, en fait, on découvre des choses très intéressantes. Bon, on ne parle pas de la phase A1, puisque la phase A1 ne comportait pas de production d'électricité solaire. Dans la phase A2, on avait de la production d'électricité solaire, mais on en consommait tellement peu que l'électricité consommée coûtait 1,53 dirhams. Il ne s'agit pas de l'électricité produite, mais de l'électricité consommée. C'est-à-dire on calcule ce qu'a coûté l'électricité qu'on a pu consommer, parce que celle qu'on n'a pas pu consommer, elle ne nous a rien rapporté. Puis en phase A3, c'est passé à 0,74 dirhams. Puis en phase B1, c'est passé à 0,66 dirhams. En phase B2, c'est remonté à 69 centimes. C'est remonté à 69 centimes. Mais on va voir que ce n'est pas perdant. Même si l'électricité coûte plus cher, on en économise plus. Donc finalement, on gagne plus par mois. Alors, si on compare ces coûts-là au coût réel de l'électricité, en fait, cette installation aurait coûté sur 20 ans, avec une actualisation de 2%, sur 25 ans, pardon, environ 40 centimes de dirhams par kilowattheure. Alors, lorsqu'on s'intéresse, cette fois-ci, non plus au kilowattheure par mois, mais au dirham par mois économisé. Alors bon, dans la phase 0, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'économie, puisqu'il n'y avait pas de solaire. Puis dans la phase A2, une économie de 152 dirhams, ce qui donne un temps d'amortissement de 263 mois, c'est-à-dire en fait 22 ans. Puis, dans la phase A3, 414 dirhams par mois, ce qui représente un temps d'amortissement de 17 mois. Puis la phase B1, 580 dirhams par mois, représentant 69 mois de temps d'amortissement. Puis, ici, on économise 687 dirhams par mois, qui représente un temps d'amortissement de 66 mois, c'est-à-dire que, en fait, c'est la phase dans laquelle on se trouve actuellement même, c'est-à-dire que c'est une installation qui va se rembourser en 5 ans et demi, à peu près, d'accord, tout en injectant dans le réseau public et en faisant cadeau aux distributeurs d'électricité l'équivalent de, je crois que c'est 30 à 40% de, je n'ai pas le chiffre en tête, mais 30 à 40% d'électricité. Voilà. Alors, si demain, l'électricité injectée venait à être reprise par le distributeur à 62 centimes, alors le temps d'amortissement deviendrait de 53 dirhams parce que les économies mensuelles passeraient à 855 dirhams. Et si le Maroc venait à adopter le comptage différentiel qu'on appelle en anglais net metering, alors le temps d'amortissement serait de 44 mois, c'est-à-dire moins de 4 ans. Voilà, je souhaitais juste vous prouver que même dans les conditions actuelles, si l'on peut, voilà, peut-être que je vais passer à, voilà,
La rentabilité d'une installation solaire, en fait, dépend bien sûr du prix du kilowattheure qu'on a évité de demander au réseau. Alors ça, c'est une remarque qui est valable partout dans le monde entier. Alors au Maroc en particulier, le lieu géographique ne change que de plus ou moins 10% la productivité solaire photovoltaïque. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez dans le nord du Maroc, vous allez produire environ 1,45 kilowattheures par watt crête et par an. Et si vous allez dans les zones où il y a la plus grande productivité, vous passerez à 1,65, c'est-à-dire qu'il y a une variation de plus ou moins 10% par rapport à la moyenne du Maroc. Ensuite, plus on peut translater l'électricité demandée vers le milieu de la journée, plus on peut rentabiliser l'électricité photovoltaïque autoproduite sans stockage. Je raisonne là sur sans stockage en particulier. La programmation diurne de la demande peut certes être faite automatiquement avec des programmateurs, et il en existe dans le marché, ou bien manuellement avec de l'irrigation, mais on peut aussi le faire avec des appareils électroménagers courants, notamment les chauffe-eau électriques. Alors, on peut mettre une installation photovoltaïque sur une maison et s'arranger pour que le chauffe-eau électrique soit entièrement ou partiellement satisfait par une installation photovoltaïque, mais aussi les lave-linges, lave-vaisselle et les fers à repasser, percolateurs électriques, etc., etc. Alors, pour les chauffe-eau électriques, ça peut se faire par programmation automatique. Pour les lave-linges, il suffit de prendre les lave-linges, le lave-vaisselle et les fers à repasser. Il suffit d'avoir des bonnes habitudes et puis de laver le linge ou la vaisselle et faire du repassage au moment où il y a du soleil, c'est-à-dire allez, on va dire entre 10 heures du matin et 16 heures, heure actuelle à GMT plus 1. Alors, moyennant ces précautions, l'autoproduction d'électricité solaire est rentable, tant sur le réseau basse tension que on a fait aussi des simulations sur le réseau moyenne tension, c'est rentable aussi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec l'augmentation inéluctable des prix de l'électricité, si on fait une installation aujourd'hui, eh bien, la rentabilité ira en s'améliorant. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention.